Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit, c'est votre émission. Aujourd'hui, on va parler du cabinet Desquert avec mes invités Alain Descombes, Vice Chairman en charge des opérations internationales, et Sabina Comis, membre du Management Committee. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud, merci de nous recevoir. Alors Alain, qu'est-ce que Desquert Paris? Alors Descartes Paris, d'abord c'est un cabinet donc, français dans un ensemble qui est le cabinet Descartes, cabinet américain de la côte Est, début de l'aventure à la fin du 19e à Philadelphie, aujourd'hui plus centré sur New York. Donc c'est un cabinet qui, quelques données chiffrées, je ne vais pas vous embêter avec trop d'éléments chiffrés, mais quelques données, c'est un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 1 milliard de dollars, puisqu'on parle en dollars. C'est un nombre d'avocats légèrement inférieur à 1000, c'est-à-dire 960 avocats. Ce qui fait, c'est un indicateur pour notre tableau de bord important, pour nos cabinets, c'est un chiffre d'affaires par avocat supérieur à 1 million de dollars, et qui est une donnée importante pour nous. C'est un cabinet qui est organisé en practice group, c'est-à-dire des expertises avec des approches sectorielles. Puis c'est un cabinet qui est international, 24 bureaux dans le monde, et je m'en occupe, du territoire hors des États-Unis. C'est des places financières et économiques importantes. Voilà, donc on cherche à être proche de nos clients et nos clients travaillent essentiellement dans ces places économiques et financières fortes en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Alors Paris, c'est autre chose, c'est un plus petit ensemble. C'est une aventure qui a commencé il y a une quinzaine d'années, en 2006, avec l'arrivée d'une équipe d'un cabinet bien connu qui a disparu, qui s'appelait Couder. Et donc cette équipe, à l'époque, est arrivée avec 3 practice groups. Je reviendrai sur les practice groups, en fait, ce sont nos expertises. Et puis aujourd'hui, c'est 10 practice groups. Donc en l'espace de 15 ans, on a bâti un cabinet qui comporte aujourd'hui 70 à 80 avocats, qui est pour nous la taille critique. C'est la taille critique compte tenu de nos choix stratégiques, sur lesquels je vais revenir rapidement, et puis des contraintes et des opportunités du marché français. Alors le choix stratégique, j'embraye sur ce choix stratégique, c'est celui qui a été fait il y a plusieurs années par la firme, de se dire, voilà, où est-ce qu'on veut se positionner sur l'échiquier international des cabinets d'avocats. Et on a décidé de faire le choix des dossiers à forte valeur ajoutée, dossiers très complexes, et donc de les décliner avec nos expertises. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que, je ne suis pas là pour parler du marché, mais ce marché segmenté, soit vous faites de la quantité, soit vous visez plutôt la qualité. Donc il y en a certains de nos concurrents qui font très bien leur métier, vont décider de faire plus de quantité, d'être full service, de couvrir toutes les matières, d'être dans tous les pays. Et il y a des dossiers pour ça, ce n'est pas notre choix. Voilà, notre choix, c'est de nouveau les dossiers complexes, forte valeur ajoutée, puis d'être en fait ce qu'on appelle, en termes anglo-saxons, anglais, les Trusted Business Advisors de nos clients. Qui chaque fois qu'ils ont un dossier, nous appellent pas simplement pour le traiter, mais aussi pour y réfléchir en amont. Parfois même, on arrive à sourcer des dossiers pour eux. Donc c'est vraiment cette approche qui nous intéresse et qu'on a choisi. Alors ça a impliqué cette approche certains choix, certaines décisions en termes d'équipe, en termes de typologie de clients. Bon, on a passé cette étape. Parfois, ça n'a pas toujours été facile, mais cette étape passée, aujourd'hui, le cabinet est bien construit à Paris, les bonnes expertises, la bonne plateforme, parce que c'est une chose qui est importante pour nous à Paris, c'est d'avoir des plateformes, c'était un travail d'équipe entre les différents practice groups, les pratiques, donc les expertises dont je parlais, pour mieux servir le marché. Et moi, ça fait 30 ans que je suis connu pour ça, je travaille dans le domaine de la santé, je pense avoir été le premier avocat en France à vraiment traiter le dossier santé de façon corporate. Voilà, on a une plateforme, je reviendrai sur cette question, le CNS Santé s'appuie sur cette plateforme, et c'est la même chose, elle nous le dira tout à l'heure, je pense pour Sabina, qui elle sert beaucoup les gestionnaires d'actifs et les fonds de private equity, qui ont aussi, sont très demandeurs de cette approche plateforme que nous déclinons et auquel on tient. Alors évoquons maintenant l'année 2020, je crois que c'est une belle année pour Desquert. Dites-nous un peu ce qu'il en est, Alain, s'il vous plaît. Alors oui, c'est une bonne année pour Descartes. Je pense que c'est une bonne année aussi pour un certain nombre de nos concurrents, parce qu'on a eu beaucoup de chance, malgré la crise sanitaire. On est dans un métier, on peut télétravailler, donc on n'a pas tellement souffert de ça. On peut même maintenant signer, closer à distance grâce à des outils technologiques qui vont en ce développement. Donc on n'a pas souffert, et en plus de cette crise sanitaire, et on a d'autant moins souffert
elle a été, pendant cette période, curieusement, les clients étaient très actifs. Donc en fait, pour nous, au cours des 15 dernières années, comme je le disais, c'est une croissance continue. Cette croissance a perduré en 2020, puisqu'on avait fait une année 2019 un très bon cru. On a maintenu notre chiffre d'affaires en 2020 avec moins d'avocats. Donc un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, la recherche de cet indicateur. Oui, tout à fait. C'est un peu cet indicateur de chiffre d'affaires qui est un indicateur important dans les tableaux de bord des cabinets comme les nôtres. C'est-à-dire qu'on a cru le chiffre d'affaires par avocat à Paris de 15%. Et pour nous, c'est important. Alors, on n'est pas, je le dis clairement, on n'est pas à Paris encore au plus de 1 million de dollars, qui est la moyenne de la firme, mais on y arrive gentiment. Et c'est l'exercice qu'on conduit. Et c'est pour ça qu'on est content de cette année 2020. Alors, quelles sont les pratiques qui se sont distinguées ? Alors, les pratiques qui sont distinguées, je vais peut-être laisser Sabina s'exprimer sur le sujet. Peut-être revenons sur deux pratiques en particulier, et Alain complétera tout à l'heure, mais en réalité, il y a deux industries qui nous intéressent très particulièrement à Paris et au niveau mondial, qui sont, tu l'as évoqué Alain tout à l'heure, c'est la gestion d'actifs et le private equity, qui évidemment marche très bien main dans la main. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a une intervention qui est multijuridictionnelle, ce qui est assez classique, mais également pluridisciplinaire, avec, je suis obligée de les mentionner, ils m'en voudront si je ne le fais pas, mais le financement, le réglementaire, le juridique, le fiscal bien entendu, et puis la gestion d'actifs au sens large. J'aime à les définir d'une certaine manière parce qu'elle est amusante, elle est un peu gourmande, mais surtout elle est très révélatrice, c'est que c'est un millefeuille. Et c'est comme cela qu'on a choisi d'appréhender cette industrie-là, c'est-à-dire c'est de développer une expertise sur les différentes strates de ce millefeuille. À l'actif donc, du millefeuille, c'est la structuration des deals de private equity, donc de l'achat d'une société en portefeuille et la mise en place de ce qu'on appelle d'un effet de levier. Au niveau du fonds lui-même, c'est le choix de la structure, donc le choix de la juridiction, le choix de la forme juridique, de l'efficience ou pas fiscale de tel véhicule. Et au passif, donc tout en haut du millefeuille, c'est la fiscalité des investisseurs et également la fiscalité en fait et le juridique qui va avec l'intéressement des managers. Peut-être un dernier mot sur ce sujet-là parce que c'est très propre à l'ADN d'Eckert et à l'ADN de ces industries-là, c'est que nous, ce que j'appelle notre cheval de Troie, c'est le chiffre. C'est-à-dire, on a fait un choix très tôt qui consistait à traduire en données chiffrées, donc sur des modèles Excel, un conseil juridique, un conseil fiscal, un conseil réglementaire. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que mécaniquement, ça vous devenez un miroir de réflexion pour le client. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Alain. Mais en fait, vous rentrez dans leur machinerie. Et donc, c'est beaucoup plus fluide et la relation est beaucoup plus forte. Le dernier point, peut-être à souligner sur cet élément-là, ça nous emmène inévitablement sur des dossiers qui sont des dossiers sur mesure, qui sont des dossiers, comme tu le disais, à haute valeur ajoutée. Et de manière très concrète, par exemple, l'année dernière, sur cette industrie-là, il y en a pléthore, et Alain les mentionnera, mais sur l'industrie que je viens de décrire, il y a eu évidemment l'accompagnement d'Archimède, qui est un très beau fonds dans la santé, sur une très belle pépite, plus qu'une pépite même, qui est Polyplus, dans laquelle a investi également Warburg. Donc, et puis un autre dossier emblématique sur lequel nous les avons accompagnés sur la partie fiscale, qui est KKR, un fonds de private equity américain qui a racheté 300 cliniques en France, c'est-à-dire le groupe Elsan. Voilà, je me permets peut-être, Alain, pour conclure, il y a d'autres opérations significatives peut-être à mentionner ? Alors, il y en a certaines qu'on peut dévoiler, d'autres qu'on ne peut pas dévoiler. Moi, j'aimerais revenir quand même, pour parler du M&A, sur le côté agilité et variété de dossiers. C'est ce qui nous plaît. C'est-à-dire qu'on travaille pour les acteurs, bien sûr, du private equity, le mid et le large cap. Large cap pour les opérations de LBO, des opérations aussi de build-up, des sociétés qui ont en portfolio, mais on travaille pour le CAC 40, le SBF 120, et puis des groupes européens de taille comprise entre 1 et 10 milliards de chiffre d'affaires. Cette agilité, c'est la capacité, si je prends l'empreinte santé qui est importante, notamment dans notre activité M&A, qui drive beaucoup de cette activité, il n'y a pas que ça. C'est cette empreinte, c'est variété de dossiers. Tu citais le LBO complexe, qui était très complexe, Warburg Pincus, Archimède. Mais c'était aussi l'opération qu'on a fait, on a racheté pour un groupe étranger, Famar, qui a fait parler beaucoup le premier site pharmaceutique français à Lyon, qui a fait beaucoup parler cette société dans la presse parce qu'on parlait de la chloroquine à l'époque et c'était le problème de la Covid.
Et donc, auprès de KKR, on a assisté clients, donc c'est plus du restructuring. On va aider beaucoup les sociétés biotech qu'on accompagne cotées dans des opérations de partenariat, des préparations possibles de cession via OPA, du private placement, du crossover, des possibles cotations aux États-Unis. Voilà. Donc on voit en effet une variété de dossiers. Beaucoup de dossiers. Et puis, je voudrais dire que, je ne veux pas parler que du M&A, et je ne veux pas faire de jaloux, mais il y a aussi beaucoup de practice group qui marchent bien. Vous aviez reçu Eduardo Silva Romero, mon associé en charge de l'arbitrage, qui est une grosse machine chez nous, qui performe très bien. Je voudrais mettre en avant Priva Vigan, mon associé qui dirige le financement. Sabina en parlait à l'instant, mais ce que j'aime bien aussi chez Priva, c'est qu'il est devenu l'un des acteurs majeurs du financement de l'immobilier en important des pratiques de financement de LBO à ce secteur. Et il a fait une opération notamment emblématique en 2020 en travaillant pour le financement d'un rachat d'un des plus gros portefeuilles de commerce de l'année. Et puis voilà, donc... Pardon ? L'antitrust, alors je n'oublie pas, oui, bien sûr, Mélanie et Laurence Barry. Pourquoi je parle d'elles ? Parce qu'elles ont une année exceptionnelle 2020, notamment en travaillant sur 2 dossiers antitrust emblématiques. L'affaire biosimilaire Novartis-Roche, donc qui est un abus de position dominante collective. Et puis, elles sont actuellement sur le dossier Apple, qui a défrayé la chronique, parce qu'il y a une amende d'1,1 milliard, qui est un dossier d'entente et puis de dépendance économique. Et on est ravis de les avoir avec nous. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être passés sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.